Madame Audrey Bardol, on peut conclure? Oui, on conclut, Président. J'ai déjà tout dit, donc je ne redis rien. Ok, donc on peut passer. Merci collègues. Donc ce dossier pour la mise en place a été accepté à l'unanimité. On continue tout de suite avec le dossier numéro 38. On va parler de la stratégie pour co-construire l'attractivité médicale en Martinique. Oui, Président, donc le constat est que 18% des habitants de la Martinique vivent dans une zone considérée comme sous-dense s'agissant de l'accès aux soins. Cette situation se traduit par des problèmes en termes d'éloignement du patient, des médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens et autres praticiens, disponibilité, encombrement, délai d'attente dédiés par consultation. Donc, elle pourrait aboutir à une perte de chance, notamment pour le traitement des maladies graves ou chroniques. On en a parlé à l'instant. Les jeunes diplômés en santé reviennent peu exercer sur le territoire pour des raisons qui vont de l'impréparation depuis le plus jeune âge, d'adaptation à une vie différente de celle de leur région d'études, de conditions d'accueil au niveau professionnel, sociétal et familial. L'environnement international caraïbe et américain se révèle inaccessible à beaucoup quand il était au départ considéré comme un atout. Face à cette situation, il est proposé d'adopter une stratégie pour co-construire l'attractivité médicale de la Martinique autour de 4 axes stratégiques. 1. La prévention au cœur de toutes les politiques de santé. Ensuite, l'aménagement du territoire en matière de santé, la coopération médicale, la promotion des parcours de formation en santé. Mise en œuvre notamment par le Centre territorial de promotion de la santé, de la Maison du retour et de la famille, cette stratégie intégrera les actions suivantes. Favoriser la mise en œuvre cohérente des dispositifs existants, l'évaluation de leur pertinence sur le territoire par le moyen d'une mission de suivi, on en a aussi parlé tout à l'heure, soutenir les investissements et l'équipement dans les secteurs publics et libéraux, créer des pôles urbains d'attractivité décentralisés, développer les pôles d'excellence en formation, innovation et recherche, inciter les jeunes à s'orienter vers les disciplines de santé avec un ancrage territorial fort. Développer des systèmes et réseaux d'accompagnement des étudiants tout au long de leur parcours de formation, en liaison avec la Maison du Retour, la Maison de la Martinique et autres représentations de la Martinique hors du territoire. Co-construire avec l'État et les acteurs de santé un nouveau système de santé primaire adapté au territoire et favoriser l'intégration des jeunes professionnels au cœur de ce système. Enfin, mettre en place une politique forte d'échanges internationaux et de coopération régionale en santé. Voilà, Président, et je tiens à préciser en tout cas que ce rapport a été vraiment travaillé, on va dire, à deux voix avec David Dinal, qui est en charge de la commission santé. Merci. Je vais lui demander tout de suite à M. Dinal de nous donner justement le point de vue Président. de la commission santé. Alors, dans cette stratégie pour co-construire, vous voyez bien qu'on parle de co-construction et d'attractivité médicale de la Martinique. Bon, c'est vrai au niveau de la commission, au-delà du médical, dans la définition, on veut surtout que ça ne s'intéresse pas qu'aux médecins. Parce qu'on peut croire que médical, ça veut dire uniquement les médecins. Mais au fait, c'est tous les corps professionnels de santé qui sont tenus à travailler en maillage et à travailler de manière coordonnée pour faire le travail qu'il faut. Alors, en termes d'attractivité, il faut savoir que l'attractivité, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Et il y a beaucoup d'aspects on verra ça dans la discussion s'il faut. Donc la Commission est très favorable à l'élaboration et à l'adoption du plan de stratégie pour co-construire l'attractivité médicale de la Martinique dans le contexte de tension
bien connu de l'accès aux soins de nos usagers, c'est-à-dire tous les soins primaires comme les soins secondaires. La Commission note cependant que si la question de l'attractivité médicale concerne beaucoup les médecins généralistes et les spécialistes, elle intègre cependant l'ensemble des professionnels de santé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, la Commission souligne également la cohérence qui prévaut dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique publique de santé entre le lancement du CTPS, dont on vient de discuter, et l'adoption d'un plan. Il s'agit pour elle de donner un signal fort de la volonté de la collectivité de Martinique de prendre toute sa part avec les services de l'État, donc l'ARS, dans la définition des réponses apportées aux Martiniquais, enfin à la population martiniquaise, dans le domaine de la santé. Voilà en quelques mots la position de la Commission. Merci. Merci, M. Dinal. Bon, est-ce que quelqu'un a ajouté quelque chose de plus sur cette co-construction de l'attractivité médicale? Non, on en a parlé déjà en long et en large. Donc, Audrey. Oui, Président, vous précisez aussi que ce dossier sera apporté lors des travaux sur l'attractivité que l'ARS organisera. Donc nous sommes vraiment les contributeurs aussi de ces travaux sur le volet attractivité santé. Voilà, Président. Merci. Donc, on va pouvoir mettre au vote. Il n'y a pas de débat. Monsieur Marissette, Mais... vous voulez intervenir? Oui. Non, je vous rassure, je serai assez bref. Non, j'ai regardé avec intérêt les annexes au rapport. Il y a des choses qui sont dites, et puis il y a la réalité. La réalité est parfois différente de ce qui est dit là-dedans. Je prends deux exemples. Il est dit plusieurs fois qu'il faut favoriser la formation. Nous avons entendu des informations ce matin qui semblent avoir envoyé à une date indéterminée la livraison du pôle universitaire de santé et qui pourtant avait été promis à l'université et au CHUM pour la rentrée de septembre 2023. On ne sait pas quand est-ce que ce sera livré. Mais en même temps, nous vivons, et je ne cesse à chaque fois que nous faisons une réunion de la commission d'aide aux étudiants, à dire qu'il faut très rapidement faire évoluer le dispositif d'aide pour les étudiants qui font des études longues. Et ça concerne les médecins. Actuellement, les aides sont données pendant 3 ans, c'est-à-dire une fois, la première année, renouvelée 2 fois. Nous, évidemment, ça c'est un héritage du passé, mais on a fait le bilan. À chaque réunion, on nous promet qu'on va porter des réformes. Bon, on est là, 2021 est terminé, 2022 est terminé, 2023 est très avancé, on n'a pas encore vu cette réforme. Donc je profite de cette tribune-là pour le dire, puisque nous le disions en commission, mais c'est toujours la réponse est oui, hein, ça va être fait, et les jours passent, et ce n'est pas fait. Donc je vous laisse pointer ces deux choses-là. Bon, toutes les ambitions qui sont là sont très bien, mais ce que toujours constatons, c'est qu'il y a des annonces, et puis il n'y a pas le passage aux actes. Donc, nous espérons qu'il y aura le passage aux actes pour toutes ces annonces, d'autant plus que nous les votons à l'unanimité, et la population, il faut voir ce qui se passe. Une fois que nous avons annoncé ça en plénière, ils sont toujours persuadés que dès la semaine d'après, ça rentre en application. Je suis sûr que les questions qu'ils me posent, ils vous les posent aussi. Quand est-ce qu'on pose des dossiers, quels sont les critères, est-ce qu'on peut déjà déposer des dossiers, etc. Merci. Voilà un petit peu une situation. Donc attention aux effets d'annonce qui ne sont pas suivis des faits. On continue notre vote. Merci. Merci, collègues. Donc, le dossier stratégie pour co-construire l'attractivité a été adopté à l'unanimité. Nous continuons tout de suite avec un avenant
Avenant numéro 1 à la Convention pluriannuelle des financements relatifs à la mise en place du dispositif régional de vaccination publique CTM 2020-2023. Il s'agit de la signature d'un avenant. Oui, tout à fait, Président. Donc, le présent rapport a pour objet d'autoriser le Président du Conseil exécutif à signer un avenant numéro 1 à la Convention tripartite du 21 décembre 2015 qui lie la CTM, la Ville de Fort-de-France et l'ARS en matière de politique vaccinale et de prévention santé. Cet avenant fixe le montant du remboursement par l'ARS des dépenses réalisées par la CTM dans le cadre de l'exécution de la Convention. En effet, au terme de la dite convention, en complément de l'offre des professionnels de santé libéraux, la CTM exerce par délégation de compétences avec l'État une activité de vaccination. Cette compétence déléguée s'applique aux enfants au-delà de l'âge de 6 ans. Et pour cette mission, la Convention prévoit que la CTM procède aux commandes groupées de vaccins dans le cadre de la commande publique pour son compte et pour celui de la Ville de Fort-de-France, eu égard aux compétences de cette dernière en matière de politique vaccinale. Ces commandes sont centralisées par la CTM pour le compte de l'ARS par le biais d'une plateforme de coordination entre la Ville de Fort-de-France et la CTM. La Convention tripartite prévoit également la fusion de 2 fichiers informatisés de la collectivité et de la Ville de Fort-de-France en un seul fichier vaccinal unique afin que celui-ci soit partagé avec les centres de vaccination habilités et à terme avec les médecins généralistes, voire la population elle-même. Donc la contribution de l'ARS qui s'élève à 50% par l'attribution d'une subvention aux dépenses assumées par la CTM, puisque nous avons des salaires pour 5 agents dédiés à mi-temps, une pharmacienne, un informaticien, 2 secrétaires, un chauffeur-livreur, une infirmière, et pour la réalisation de ces missions, intervenant selon les modalités suivantes. Donc le versement d'une avance de 80% en début d'année, et puis le versement du solde en fonction de la réalité des dépenses après examen comparé du budget affecté au dispositif par l'ARS. Donc cet avenant numéro 1 qui est soumis à la signature du président du Conseil exécutif vise à permettre le remboursement par l'ARS des dépenses réalisées par la CTM au titre de l'année 2020, 2021 et 2022 en fonction de l'activité de vaccination publique répartie comme suit. Donc le montant total de la subvention est de 352 644 € et un versement à la signature de l'avenant 320 917 € et un solde à verser sur justificatif de 31 727 €. Le Conseil exécutif du 22 mars a émis un avis favorable. Merci, Madame Bardol. Est-ce que M. Dinal peut nous donner l'avis de sa commission sur cet avenant? Oui, Président. La commission, l'avis est favorable. Il s'agit donc de permettre à la collectivité, à travers cet avenant, de récupérer auprès de l'ARS les 352 644 € en contrepartie des dépenses réalisées par la CTM dans le cadre de l'activité vaccinale de 2020 à 2022. Donc, avis favorable. Pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait ajouter quelque chose? Il n'y a rien de particulier, c'est pour nous permettre de récupérer nos sommes. Bien. Donc, Audrey, non, il y en a rien de plus. Donc, nous pouvons mettre au vote, récupérer notre argent. Merci, collègues. Donc, pour cela, unanimité, dossier accepté à l'unanimité. Donc, nous passons au dossier numéro 40. Il s'agit d'une demande de subvention formulée par le CHU de Martinique pour l'acquisition de véhicules dans le cadre de son projet de mise en place de toxicologie et de médecine environnementale clinique mobile au titre de l'exercice 2022. Oui, donc le pôle urgence unité toxicologie clinique du CHU de Martinique prend en charge de nombreux patients dans le cadre d'une consultation toxicologique et environnementale sargasse décentralisée sur le terrain. Donc il s'agit bien là d'une action de proximité.
Les consultations sont réalisées à domicile 1 à 2 fois par semaine par une équipe multidisciplinaire, à savoir des médecins, des infirmiers, des secrétaires. Et le projet vise les 3 communes les plus impactées par les sargasses, le François, le Vauclin, le Robert. Et à ce jour, près de 40 personnes au François et 20 personnes au Vauclin ont bénéficié de ces consultations. Cette action est en pleine évolution et a pour objectif d'apporter une expertise en matière de toxicologie et de médecine environnementale clinique au plus grand nombre de personnes, de mesurer l'impact de l'exposition chronique aux différents polluants et gaz de décomposition des algues sargasses de façon significative, de travailler en collaboration avec les médecins traitants, les médecins spécialistes et l'ARS afin de proposer aux patients une prise en charge adaptée multidisciplinaire. Donc, s'inscrivant dans la continuité du projet Sargacare, elle vise plus généralement à augmenter l'accès aux soins des personnes isolées, diffuser largement l'expertise toxicologique en Martinique et développer la recherche dans ce domaine. Donc, il est proposé d'accorder au CHU de Martinique la somme de 37 231,33 € pour l'acquisition du véhicule dédié au projet hors frais divers. Voilà, Président. Merci, Audrey. Ton collègue, il s'agit simplement de financer une voiture au CHU hors taxe. 37 000 sur 41 900 TTC. Alors, Monsieur David Dinal. Merci, Président. Ah oui, Monsieur Dinal, non. C'est quelqu'un d'autre, pas vous. Vous êtes au CHUM. Oui, non. Donc, quelqu'un. Voilà. Étienne, note. Les commissaires ont reconnu à l'unanimité l'intérêt du projet proposé par le CHU qui vise à se doter de cet équipement pour améliorer la prise en charge multidisciplinaire aux patients. La commission est favorable au soutien de la collectivité par l'attribution d'une subvention de 37 231,33 €. Elle note d'ailleurs que la collectivité fait régulièrement des efforts financiers pour s'associer au projet proposé par le CHUM qui vise l'amélioration de la prise en charge sanitaire sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Notte. Alors, je vais demander d'ailleurs à Monsieur Duverger s'il veut assurer la suite du débat pour moi, parce que je suis au conseil de surveillance aussi du CHUM. J'ai pas entendu. Comme tu n'as pas ouvert le micro, je n'ai pas entendu. Non, parce que... Le collègue Marissette, tu as la parole. Parlez. C'est comme c'est enregistré, il y a des gens qui nous écoutent. Ah, très bien. Pour qu'ils ne disent pas que j'ai pris la parole sans qu'on me l'ait donné, il fallait ouvrir le micro. Non, c'est juste poser une question à l'occasion de cette affaire-là, parce que, évidemment, sur le fond du dossier, nous sommes d'accord, mais dans le rapport rappelle les subventions accordées ces dernières années. Il me semble que c'est un peu incomplet, sauf que en même temps, il y a des questions qui se posent, mais notre collègue posera la question. Il y a une communication intense qui a été faite ces derniers jours sur un peu plus de 10 millions qui ont été débloqués, etc., etc. Et la manière dont la communication s'est faite a été mal comprise. En tout cas, ça n'a pas été bien compris. Et en plus, je vois que dans les subventions accordées, cette somme n'existe pas là. Or, il me souvient que pendant la période Covid, après des négociations qui ont eu lieu avec l'Union européenne, la CTM avait été autorisée à prélever sur les fonds structurels FSE un certain nombre de sommes pour subventionner des équipements au centre hospitalier dans le domaine sanitaire.
Alors la question que je pose sur la communication qui a eu lieu, est-ce que ce n'est pas simplement le versement de ces sommes qui ont eu lieu dernièrement pour les décisions qui avaient été prises sous la mandature précédente? Et je pense sur le contrôle du collègue Francis Carole qui a mené ça auprès du président Marie-Jeanne et auprès de Miguel Laventure, en hommage parce qu'il s'occupait des fonds européens à cette époque. Et on avait voté, ici, là, en plénière, un certain nombre de sommes. C'est pourquoi je trouve un petit peu cette communication un peu biaisée, parce qu'elle ne donnait pas toute la réalité des faits. Et puis maintenant, pourquoi ces sommes-là qui ont été données, c'est quand même substantiel, ne figurent pas dans le rapport sur les subventions accordées ces dernières années au CHUM? J'en ai fini. Pardon, merci Président. Alors, une question et une remarque. Je voulais savoir à quoi correspondent les sommes versées en 2022 intitulées « Remboursement praticien ». Parce que c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir rappeler l'effort que fait la collectivité auprès de cette institution, puisque souvent, effectivement, les personnes s'interrogent sur ce que peut bien faire la CTM dans la santé, mais il y a des choses qui sont possibles, même si la compétence est limitée. Et donc, l'identification des sommes apparaît depuis 2019 sur la base de projets, donc création d'une plateforme de séquençage pour 210 000 euros, 210 803,65 euros. Numérisation en cancérologie plateforme en 2020 pour 668 174 euros. 2021, il y a une étude d'émanation gazeuse d'algues. Et pour 2022, ce n'est pas un projet, mais c'est remboursement praticien. Donc, je voulais savoir à quoi correspondent ces sommes. Et puis, juste une attention sur laquelle je voulais porter votre regard et votre vigilance, parce que la délibération jointe cite une décision de l'UFM. Dans les visas, il est indiqué, vu le dossier, attendez que je sois factuelle. Enfin, vous verrez, mais en tout cas, il y a un visa qui parle d'une décision de l'Union des femmes, alors que le dossier ne concerne pas l'Union des femmes, donc sur la partie délibération. Donc, c'était pour attirer votre attention là-dessus. Voilà. Merci. Nilor. Il y avait le collègue Nilor et après Catherine. Ah, pardon. Merci, Président. Enfin, moi, je trouve que, en tant que Président, tu fais très bien ton travail. Hein. Ouais. Tu n'as pas de difficulté à me donner la parole, toi, et j'apprécie. Ce matin, on a examiné un dossier et alors que je demandais l'élargissement de l'aide pour les petits agriculteurs, on a dit que ce n'est pas légal. Il faut qu'ils soient à jour de leurs obligations fiscales, sociales, sinon, ils ont pris en ça. Alors, je dis tout de suite, je suis très favorable à ce dossier-là et je vais le voter. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je vais le voter. Parce que je trouve que voilà une manière pour la collectivité, de manière intelligente, pour la collectivité de contribuer directement, quelque part, au bien-être des Martiniquais et à la prise en charge des Martiniquaises et des Martiniquais. Donc, dès demain, je vote pour ce dispositif. Mais est-ce que l'on sait que le CHU de Martinique est l'un des organismes les plus endettés de Martinique? Tellement endetté, tellement en difficulté, qu'il met beaucoup de ses fournisseurs en difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs du CHU qui ne sont pas payés. Et là, on n'a pas d'état d'âme à donner, à accorder une somme au CHU. Mais qui dit moi que mettre mi watt par avenir pour l'argent dans le CHU, parce que le CHU de tellement de monde. Et là, on voit que chez les grands, tout est grand, et chez les petits, tout restera définitivement petit. Mais il y a une profonde injustice quand même. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et là, il y a des dimensions législatives, légales qu'on m'a opposées ce matin. Et on voit même que la lecture des dimensions de cette dimension-là, cette lecture-là est à géométrie variable. Si CHU doit
pas payer dette li, et puis recevoir l'argent de la CTM, ti agriculteur ni droit aussi, s'il ne paie pas, parce que là, c'est pas de mauvaise volonté, il ne doit pas payer dette li, et puis recevoir une aide de la CTM aussi. Je vais faire que l'agriculteur malade s'en prenne à toi. Que l'agriculteur ira au CHU. Catherine Coconne. Je me permets. Merci, Monsieur le Président. Je voulais, au travers de ce dossier, féliciter le fait que la CTM soit aux côtés du CHU et en particulier de l'équipe du professeur Daborézière qui fait un travail militant, passionné, extraordinaire autour des services. Extraordinaire. Donc vraiment, il faut qu'on soit à ses côtés et qu'on soit reconnaissant de ce travail difficile face à des pathologies qui sont très nouvelles, un problème qui est assez nouveau, un peu plus d'une dizaine d'années, ce n'est pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité, et vraiment accepter d'aider le pôle urgence unité toxicologie clinique, c'est une très bonne action, vraiment une très bonne action. On est face à des préoccupations concernant cette évasion de sargasses et nous ne pouvons pas finir. Ouais. Ça qui est porté bas nous. Donc bravo pour cette implication aux côtés du CHU. Vous voyez, je sais souvent dire que c'est bien. Il faut accepter le contraire aussi. Merci. Y a-t-il une autre demande? Collègue Valentin, c'est le collègue Carole, mais il est galant. Ah d'accord, non c'est juste pour corriger, en fait je parle de la délibération, il s'agissait en fait de la convention qui est dans le dossier, qui avait un visa qui était incorrect, c'est la convention. Bien. Collègue Carole. Non, je pense que nous sommes sur ce dossier dans la continuité de ce qui a été fait au département, au conseil général, au conseil régional, à la 7e première version. C'est-à-dire que les collectivités ont toujours aidé le CHUM. Toujours. Et nous continuons. Donc là, c'est sur des questions de toxicologie et de médecine environnementale. Donc nous faisons ce que nous avons à faire. Par contre, par rapport à la précision qui a été apportée par Daniel Marissette, il m'a interpellé sur cette question, sur la question des 11 millions. Il y a une communication de la CTM qui dit que la CTM a accordé 11 millions au CHUM, etc. Alors, bon. Alors, c'est vrai que présenté comme cela, ça peut donner l'impression que c'est une décision nouvelle. En réalité, il s'agit d'une convention de juillet 2020 signée entre la CTM et le CHUM sur une série d'opérations de modernisation de l'hôpital, dont le cyclotron. Et là, c'était surtout sur la question de la dotation de l'hôpital en moyens pour faire face à l'accueil de personnes malades à cause de l'épidémie de Covid. Il fallait moderniser, il fallait faire en sorte que nous puissions acheter, par exemple, des respirateurs, etc. Donc, c'est cela. C'est pour un total de 19 millions, grosso modo. Et ils ont fait remonter les dépenses. Et évidemment, la collectivité, même si elle a changé de gouvernance, paie. Mais je veux que les gens comprennent ça pour qu'on n'ait pas l'impression qu'aujourd'hui, la collectivité a décidé de donner 11 millions à l'hôpital. Ce sont les sommes dues par nous parce que nous étions engagés avec le CHUM par convention et que les travaux ont été réalisés et le CHUM fait remonter ses dépenses. Et finalement, la collectivité, qu'elle soit gouvernée par X ou Y, eh bien, prend ses engagements, respecte ses engagements et paie ce qui a été dépensé à la suite d'une convention de 2020. Parce que c'est important à dire pour que l'information apportée au public soit une information honnête. Très bien, il n'y a pas de doigt levé. On va demander au rapporteur d'intervenir. Oui, alors j'ai des éléments de réponse à apporter. Donc, concernant le remboursement des praticiens, il s'agit de financement donc, de postes de chef de clinique qui sont à hauteur de 4 postes qui sont financés par la collectivité. Voilà. Et rien de plus à rajouter, si ce n'est que les travaux qui seront menés par le professeur Rizière viendront aussi alimenter
les travaux qu'il y aura dans le cadre du Centre territorial de promotion de la santé, puisque nous avons déjà commencé à avoir cette cellule de réflexion sur ce problème de santé publique pour notre population. Voilà, Président. Bien, s'il n'y a pas de demande, je propose que l'on passe au vote. Monsieur Briam. Non. Bien. Bien, vote à l'unanimité et moins deux qui n'ont pas pris part au vote parce qu'ils n'ont pas de voix. Merci, Monsieur Duverger. Donc, on va continuer. Monsieur Nilo, vous n'avez pas la parole. Merci. Donc, on va passer au dossier 41 tout de suite. Donc, il s'agit de la création du dispositif de la conférence martiniquaise du handicap. Oui, donc nous nous sommes appuyés sur des données INSEE d'octobre 2011. 17% des personnes en Martinique sont concernées par le handicap. Au 31 décembre 2020, 27 125 personnes ont un handicap identifié par au moins un droit ouvert à la MMPH. Le nombre de bénéficiaires de l'AAH et de la PCH est en constante augmentation, soit 25% d'allocataires supplémentaires entre 2015 et 2020 pour l'allocation d'adultes handicapés et de 53,9% d'allocataires pour la PCH sur la même période. Ce que je souhaite partager avec vous, c'est que dans le cadre de la feuille de route stratégique et opérationnelle qui constitue un avenant conventionnel pluriannuel entre la CNSA, la CTM et la MMPH 2021-2024, relative aux relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et la collectivité territoriale de Martinique, il a été proposé la création d'une conférence martiniquaise du handicap. En créant cette conférence, la collectivité territoriale souhaite disposer d'une instance de gouvernance au plus près des réalités territoriales. Cette conférence qui donnera à chacun des acteurs l'opportunité de définir et d'ajuster en concertation son action en tenant compte et en respectant la place des autres acteurs au plus près des besoins des usagers. Les objectifs opérationnels viseront à la formalisation d'une porte d'entrée unique pour les demandes de subventions afin de faciliter le parcours des porteurs de projets pour la plupart, des associations portées par les familles des personnes en situation de handicap, le développement d'actions collectives et l'émergence de projets innovants pour lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap et assurer un effet levier sur les financements. Sur le modèle des conférences des financeurs qui existent déjà par les lois concernant la prévention de la perte d'autonomie et celle de l'habitat inclusif, cette conférence rassemblera les financeurs du handicap. Elle sera présidée par le président du conseil exécutif ou son représentant. La vice-présidence sera assurée par la présidente de la MMPH et elle se composera de membres de droit qui sont les principaux financeurs du handicap sur le territoire et pourra être élargie à toute personne physique ou morale concernée par les politiques du handicap sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. Donc, une fois la composition définitive de cette conférence arrêtée, les différents axes prioritaires qui ont été définis feront l'objet de modifications et seront inscrits dans le programme coordonné de financement.
Le service de l'animation, de la coordination territoriale et des projets de la CTM de la direction de l'autonomie sera responsable d'animer le fonctionnement général de la conférence. Ce service pilote déjà la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et la conférence des financeurs de l'habitat inclusif. En termes de financement, donc dans sa phase de démarrage, dite phase starter, entre 2023 et le premier trimestre 2024, cette conférence mobilisera les crédits de chacun des partenaires sur leur budget propre. Il s'agira également de valoriser les contributions de chacun des membres de droit. Toutefois, pour un fonctionnement optimal et afin de fidéliser les financements, cette conférence fonctionnera selon un principe de mutualisation de crédits ou pot commun. Contrairement aux autres conférences, cette conférence du handicap, véritable innovation martiniquaise, ne bénéficiera pas pour le démarrage des travaux du concours financier de la CNSA. La quote-part CTM au fonctionnement de cette conférence pour 2023 est estimée à 600 000 €. Donc, le Conseil exécutif du 23 mars a donné un avis favorable. Merci. Voilà, Président. Merci, Madame Bardol. Donc, je vais demander à quelqu'un de la commission de Madame Jenny Dulis. C'est moi. Madame Dunon, Oui. de donner l'avis de la commission Solidarité. Oui, Président. Comme dans le domaine des personnes âgées, il importe pour la collectivité de se doter d'outils permettant une meilleure connaissance de sa politique en faveur des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'établir sur le territoire un diagnostic des besoins de personnes en situation de handicap dans le respect de la notion de parcours de vie. La création de cette conférence martiniquaise du handicap répond aux enjeux. Elle sera dotée de moyens financiers adaptés et qui traduit la volonté de la collectivité de répondre aux enjeux de cette politique publique. La Commission appelle cependant à la vigilance quant aux modalités de fonctionnement eu égard à l'importance des moyens engagés. Elle émet un avis favorable pour la création du dispositif de la conférence martiniquaise du handicap. Merci, Madame Dunon. Est-ce que collègue veut prendre la parole Oui, sur cette conférence, la mise en place de ce dispositif? Oui, vas-y, vas-y. Madame Tino, vas-y. Merci, Président. On peut tout de même saluer cette volonté de répondre de manière plus efficace aux besoins des personnes en situation de handicap. Bon, cet outil, je pense, donnera plus ou moins une meilleure visibilité à tous les acteurs, déjà les associations qui font un travail considérable, qui n'est pas visible et qui n'est pas souvent valorisé, les associations de handicap. Par contre, dans les 7 axes que vous avez proposés, il y a un enjeu majeur, c'est l'école inclusive. Je n'ai pas vu la présence du rectorat. Quand on sait aujourd'hui qu'en 2021, on était à 2360 élèves, aujourd'hui nous sommes à 2830, donc d'où une augmentation de 20% d'élèves. Donc je pense que c'est un enjeu majeur et que le rectorat a sa place dans ces axes. Voilà, c'est une proposition que je fais. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Monsieur Marie-Sainte. Oui, c'est juste une question que je pose pour essayer de comprendre. Évidemment, je ne connais pas grand-chose dans le domaine. Donc, ce que j'avais cru comprendre, qu'il y a une structure qui, dans les autres, en France, ça s'appelle les MDPH, et ici, depuis la disparition du département, on a changé de nom, et ça, depuis la création de la CTN, ça s'appelle Maison Martiniquaise, donc MPH, pour les personnes en situation de handicap. Alors, ce que j'ai besoin de comprendre, parce que je croyais que cette maison-là regroupait tous les partenaires qui interviennent. En fait, je ne vous entends pas. Non, je disais que j'avais cru comprendre que la MPH s'occupait de tout le champ pour porter un service
pour les personnes en situation de handicap. Alors, ce que j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce que cette conférence va apporter de plus que n'apportait pas la MNPH, parce que ça fait une structure de plus. Évidemment, ça vient compliquer un peu le paysage. Or, j'avais cru comprendre, je dis que je ne connais pas grand-chose, c'était notre collègue qui s'occupait de ça, que la MNPH, c'était lui déjà le guichet unique. Alors, j'ai cru comprendre que la conférence deviendra le guichet unique, c'est-à-dire que les bénéficiaires ne s'adresseront plus, et ça signifie, ils ne s'adresseront plus à la MNPH, mais ils s'adressaient plutôt à la conférence. Et donc, j'ai besoin de comprendre la notion de guichet unique que j'ai entendue. Ce que j'avais retenu dans les critiques que faisaient les usagers, c'est le temps qui était pris pour traiter les dossiers. Vous avez dû entendre plusieurs coups de gueule sur ça, le temps. Est-ce que ce nouveau dispositif mis en place sera de nature à raccourcir les délais d'attente pour que les personnes en situation de handicap aient une réponse plus rapide à leurs demandes? Voilà mes deux questions. J'attends pour m'informer. Il n'y a pas d'aspect critique dans ce que je dis là, puisque je n'ai pas tout compris, donc je suis avide de comprendre. Merci, M. Marissette. M. Carole. Oui. Alors, en fait, nous avons signé en 2020 avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie deux documents, un document socle signé par tous les départements et puis une feuille de route. Et nous avions prévu à cette époque justement une série de dispositifs. Et parmi ces dispositifs, il y avait la conférence martiniquaise du handicap. Alors, ça a été conçu un peu sur le modèle de la conférence de financement de la prévention de la perte d'autonomie, avec une série d'autres organisations, et aussi sur le modèle de la conférence de l'habitation insalubre qui a été mise en place après. Bien. Et alors, après, bon, je n'ai pas suivi depuis 2 ans comment les choses ont évolué de manière précise, mais en tout cas, ce qui nous est présenté correspond à l'une des préconisations que nous avions faites, notamment, c'était la directrice de la MNPH qui avait fait cette préconisation que nous avions acceptée. Et donc, cette préconisation est mise en œuvre aujourd'hui. Et donc, ça correspond évidemment à une discussion au sein des instances avec les acteurs du handicap. Par contre, il y a une question qui reste centrale, au-delà des structures que nous mettrons en place, qui s'impose, parce que cette structure s'impose, c'est qu'il y a en même temps un millefeuille de structures dans le domaine du handicap. Nous en avons mis en place plusieurs, donc il faut faire attention quant à la gestion de tout ça. Et puis, bien entendu, la question de la réduction des délais. Et nous avions des délais très importants il y a quelques années que nous avions un peu réduit, je dis un peu parce que pour nous ce n'était pas suffisant. Et c'est vrai qu'il y a des MNPH qui ont de meilleurs résultats que nous, mais avec beaucoup plus de contestation après. C'est-à-dire que nous prenons le temps d'approfondir, de revenir, de donner... Bon. Tandis qu'en France, dès que le dossier n'est pas bon, eh bien, il est éjecté. Donc il y a une autre manière de travailler, mais néanmoins l'objectif reste identique, il faut encore améliorer. Et bon, je pense que nous continuons sur la voie d'amélioration qui se fait depuis quelques années. Il faut poursuivre dans ce sens. Par contre, ce qui est important, c'est une politique du handicap qui dépend en partie des décisions de l'État. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un qui était handicapé, par exemple, à qui il manquait un bras et une jambe, il fallait que tous les 5 ans, on puisse refaire les dossiers, etc. Bon, fort heureusement, ils ont pris la décision intelligente de déclarer que quelqu'un pouvait être handicapé à vie. Donc, on n'a plus de procédures administratives lourdes à faire systématiquement, et cela va permettre d'accélérer les procédures. Et il faut continuer à réfléchir, en tout cas, compte tenu du nombre de personnes en situation de handicap chez nous, et compte tenu des pathologies. Et il y a même des personnes que nous ne ciblons pas, qui sont véritablement en situation de handicap, mais comme ce sont des handicaps assez rares, nous ne les ciblons pas. Il faut parvenir à finaliser cette grande politique du handicap. Et il faut encore réfléchir, chacun fait ce qu'il peut, mais il faut encore réfléchir. Merci, M. Carole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole sur ce dossier? Madame, allez-y, Madame Dunon. Oui, Président, j'ai une question. Madame
la présidente de la MMPH, elle est présente parmi nous et elle n'a pas participé, bien entendu, à la commission Solidarité. Mais il y a eu des commentaires qui ne concernent pas le dossier véritablement. Est-ce qu'elle peut répondre à la question qui a été posée? Il s'agit bien entendu de Madame Largène. Non. Malheureusement, Madame Largène fait partie de la MMDPH. Elle ne peut pas prendre la parole dans ce sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Non? Ok, donc Madame Bardol, je vais vous demander donc Oui, alors, en tout cas, je souhaite retenir vraiment l'idée que vous soumettez d'inclure dans nos travaux le rectorat, dans le cadre de l'école inclusive, bien entendu, et puis vous apportez une précision sur cette conférence des financeurs, qui n'est pas une conférence, c'est pas un guichet unique pour les usagers. Alors, pas les usagers qui vont faire leur dossier au sein de la MMPH. Là, il s'agit bien de réunir l'ensemble des cofinanceurs dans le cadre de demandes de subventions pour qu'on ait l'ensemble, pour qu'on ait des porteurs de projets dans le cadre du champ du handicap qui puissent être accompagnés par l'ensemble des cofinanceurs, comme ça se fait aujourd'hui dans le cadre des conférences de l'habitat inclusif et de l'autonomie. Donc on a des porteurs de projets qui répondent à des appels à projets et lors de ces conférences, l'ensemble des partenaires institutionnels sont présents pour valider ou pas les dossiers, tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a un service qui est déjà vraiment bien au fait des choses, accompagne en amont les porteurs de projets pour qu'ils puissent nous les soumettre lors de ces conférences. Voilà. Après, l'état des lieux concernant les délais sur les traitements pourront faire l'objet d'un point précis qu'on vous communiquera sur les délais de traitement des dossiers MMPH qui sont adressés directement à la MMPH. Voilà. Merci Audrey. Vous avez entendu les conclusions. Donc, collègues, nous allons passer au vote sur la création de ce dispositif. Monsieur Nilo. Bon, même si c'est exceptionnel, mais c'est la réponse de la conseillère exécutive qui m'interpelle. Parce que la MMPH est déjà présidée par un élu. Il y a une forte représentation de la collectivité au sein de l'administration, la direction de la MMPH. Lorsque cette conférence-là va mettre encore un niveau supérieur, avec encore un élu à la tête, je ne comprends pas l'intérêt, parce que si c'est pour défendre les intérêts de la collectivité territoriale de Martinique, on peut, et si c'est pour examiner des dossiers par rapport à des porteurs de projets, etc., la collectivité est déjà présente. Et il y a une conférence des financeurs qui travaille déjà depuis des années au sein de la MPH, enfin de l'ex-MDPH. Il y avait des réunions avec la conférence des financeurs. Donc, je ne comprends pas. En fait, après tes explications, j'étais très patient, mais je dois dire, je ne comprends pas l'intérêt de cette couche supérieure pour faire quoi, je n'ai pas compris. Alors, c'est bon ? Oui. Oui, alors l'idée, non mais c'est important de comprendre que l'idée c'est vraiment qu'on puisse réunir, on va prendre un exemple concret, une association s'occupant des enfants porteurs de handicap souhaite financer un projet éducatif ou aménager un espace dédié pour ces enfants, d'accord ? La conférence des financeurs va se réunir et va pouvoir flécher, chaque institution pourra apporter sa contribution au financement du projet. Voilà. Comme on le fait dans le cadre de la conférence des financeurs autonomie. On lance des appels à projets en fonction des besoins du territoire,
des associations, des porteurs de projets à titre individuel répondent à l'appel à projet qui est soumis à l'approbation des membres composant la conférence des financeurs. Voilà. D'accord, je ne sais pas si j'ai été plus clair. Cette conférence des financeurs, elle pourrait exister au sein de la MMPH? Oui, alors c'est un choix qui a été fait, surtout pour des raisons, on va dire, RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la collectivité territoriale, on a un service qui est vraiment rodé à cet exercice, d'accompagner en amont les porteurs de projets, de savoir s'ils sont éligibles, de les aider à la complétude des dossiers, puis d'être étudiés au sein de la conférence. Voilà. Donc, c'est de ces conférences des financeurs, par exemple, qu'ont été portés les habitats inclusifs. Cette expérimentation des habitats inclusifs a été portée dans le cadre de la conférence des financeurs, par des porteurs de projets, et financée par des cofinanceurs, où vous pouvez retrouver la CAF, la sécurité sociale, les mutuelles, etc. D'accord? Donc ça a été un choix surtout de par le fait que la collectivité a déjà un service dédié à cet accompagnement. Une précision quand même. La MMPH n'a pas pour fonction de donner des subventions aux associations qui portent des projets. Ce n'est pas le rôle de la MMPH. La relation de la MMPH, c'est avec les personnes en situation de handicap. Donc la MMPH ne donne pas de subventions aux associations. Bon, et c'est pourquoi justement il a été nécessaire de créer cette structure qui réunit, c'est pourquoi la question de la présence de l'éducation nationale n'est pas essentielle. Tous les organismes qui sont là, ce sont des organismes qui sont potentiellement financeurs d'opérations. D'accord? Mais la MMPH, la COMEX de la MMPH ne décide pas de subventions. On ne demande pas de subventions à la MMPH. La MMPH s'occupe des personnes en situation de handicap. D'accord? Oui, et donc, sur le modèle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, eh bien, ce sont les financeurs qui sont regroupés dans une conférence, qui reçoivent des dossiers de demandeurs, d'associations ou de structures, ou qui font des appels à projets pour des opérations, et c'est là que les décisions se prennent. Et comme tous les financeurs sont là, on peut dire, bon, je donne 15%, je donne 20%, je donne 30%, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, M. Carole. Alors, bon, collègue. Président, si je peux réagir par rapport à la réponse. Bon. Parce que, non, attendez. Parce qu'il va falloir qu'elle conclue une troisième fois. Non, je vais être très bref, vous allez voir les... Une minute, allez-y, M. Marissette, une minute. Non. Parce que vous êtes attention. L'ordonnateur des dépenses de la CTM, c'est le président du conseil exécutif. Les décisions sont prises soit après délibération du conseil exécutif, soit, suivant le montant de la somme, soit à l'Assemblée. Je ne crois pas que ça peut être délégué à une conférence. Donc, c'est-à-dire que la décision de financement ne peut être prise que par les deux structures que je dis là. Oui. Conseil exécutif, dans la limite des délégations données, ou ici. Ça ne peut pas être... Non, parce que dans la réponse qui a été donnée, j'ai cru comprendre que la conférence pourrait attribuer des financements. Je dis attention. Elle propose. Attention, parce que... D'accord. En fait, non. Oui, parce que, en fait, pour la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, il y a une somme qui est accordée, qui est gérée par la conférence des financeurs de la perte d'autonomie. D'accord, c'est ça. Donc, c'est parfois 1 800 000 euros. Et la conférence peut prendre ce nombre de décisions concernant ces sommes-là. Bien. Audrey, une dernière fois, qui c'est Madame Madame Concon. Oui, si je peux, juste une petite précision. Dans proposition de décision, c'est écrit 600 000 euros pour le financement de ces conférences et de ces actions. Est-ce qu'on pourrait préciser qu'est-ce que sont que ces actions? Merci. Oui. Alors. Il n'y a pas d'autres questions pour qu'on a... Oui. Parce qu'après sa conclusion, on passe au vote. Oui, alors les actions, ce sont effectivement les actions qui seront portées par les... Au départ, enfin, quand on réunit la conférence des financeurs, on définit chaque année les champs sur lesquels on souhaite que la collectivité puisse accompagner les porteurs de projets. C'est ce que j'appelle les appels à projets. Donc ce sont ces actions qui sont financées dans le cadre de ce financement. Et puis, Président, je ne vais pas répondre... Enfin, Monsieur Carole a apporté des explications, c'est exactement ça. Et puis, vous avez, on l'a fait dans le cadre de la conférence des financeurs, après un dossier qui passe en plénière pour faire état des subventions qui sont allouées.
à la conférence. Merci. Madame, on va passer maintenant, après les conclusions, au vote. Président, tu as récapitulé les personnes qui étaient à la MMPH. J'ai Madame Largène. Il n'y a que 2, ok. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, Monsieur Bonnol, je crois. Non? Les gens... Alors, donne-moi la liste. Monsieur Bonnol ne doit pas voter. Tu fais partie de la MMDPH? Oui. Non, ben c'est 4. C'est sportif, il faut tenir. Il est 22 h quand même, c'est l'heure d'aller se coucher normalement. Président, il est 22 h. Est-ce que ce n'est pas une heure raisonnable pour arrêter? Il y a des collègues qui habitent en commune, qui habitent loin. Ça veut dire qu'ils vont prendre la route après une telle journée. Je me permets de faire mon petit coup de syndicat des élus, mais quand même. Il y a aussi des collaborateurs. Il y a des gens qui habitent loin et tout le monde n'habite pas dans le coin. Surtout des employés qui sont protégés par le Code du travail. On a dépassé les limites pour les salariés. Je ne serai pas là demain. Bon, je ne serai pas là demain. Collègues, nous allons attendre les résultats. OK, arrête. Attends. On a fait le point là, Président, sur ceux qui sont à la MPB. Oui, non? Monsieur Bonnol, Monsieur Duféal, Madame Dunon, Madame Largène et Monsieur Ventado. Voilà, ils n'ont pas pris part au vote alors. Vous n'avez pas pris part. Madame Tourelle. On va vérifier, C'est OK pour les non-votants? OK. Alors, on ferme. OK, collègues. Voilà, donc 6 personnes n'ont pas pris part au vote. Donc, on a simplement une unanimité de l'ensemble des autres votants. Collègues, voilà, il est effectivement... On m'appelle déjà, il est 10 h du soir. On a commencé un petit peu après 10 h ce matin, mais nous sommes obligés de nous arrêter puisqu'il y a 12 heures de travaux consécutifs. Donc, nous reprendrons donc les travaux. Je suspends la séance. Je ne serai pas là demain. Je ne pourrai pas être là demain. Mais c'est pas grave, quelqu'un va présenter mes dossiers. Ouais. Et nous reprendrons la séance demain matin, 9 h. J'avais précisé. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.